Merci, Monsieur le Président. Contrairement à notre collègue Paul-Félix Bénédette, je serais peut-être un petit peu plus critique sur l'ensemble des points qui nous ont été avancés par le Conseil exécutif, puisque le budget primitif de la collectivité qui nous est proposé aujourd'hui et mis en débat confirme, hélas, les doutes exprimés lors du débat d'orientation budgétaire, la fameuse trajectoire Klopfer qui s'est considérablement éloignée. Et je crois que lors de la dernière commission des finances, cette dégradation a été enfin assumée par la majorité. Pour la présentation qui est la vôtre et qui est mise en débat, elle marque très fortement 3 marqueurs. D'ailleurs, vous en avez fait état et je vais me permettre de les résumer. Le premier marqueur dont vous faites état est les 310 millions d'euros d'investissement en 2025 qui sont présentés comme un haut niveau d'investissement malgré une baisse, vous l'avez occulté quand même, de 30 millions d'euros par rapport à 2024. Avec d'une part 123 millions d'euros d'emprunts mobilisés, et d'autre part un encours de dette à hauteur de 1,179 milliard, soit une augmentation de 5%. Je me dois de préciser et surtout de vous rappeler qu'à peu de choses près, ce montant est l'équivalent de ce que les 3 institutions investissaient en 2009. Alors, dans le cas où cette affirmation serait contredite, je vous invite à faire ce travail parce que je l'ai fait, comparatif d'année en année, en mentionnant l'emprunt mobilisé et la dette générée, et bien sûr, nous faire connaître les résultats de vos analyses s'ils s'avèrent différents des nôtres. Avec une majoration de 33 millions d'euros il y a 2 ans, 40 l'an dernier et 50 cette année, je m'attendais personnellement à voir apparaître un chiffre positif concernant l'excédent de l'Office des transports de la Corse pour mieux financer l'investissement. Malgré la réponse évasive qui avait été apportée lors du débat d'orientation budgétaire, on est en droit d'espérer sur cette ligne avoir des reliquats et l'absence d'indication sur ces derniers nous inquiète et résonne comme un silence assourdissant. Vous connaissez notre volonté, et nous l'avons déjà exprimée, de devoir abonder avec ces reliquats les structures de transport, même si à l'heure actuelle, comme cela vient d'être précisé, il paraît impossible d'envisager de grands projets de type port de la Carbonite ou déviation. À ce sujet, je vous rappelle que l'on attend toujours le projet de PPI révisé. Le deuxième marqueur auquel vous faites allusion est un recours maîtrisé à l'emprunt de 112 millions d'euros. En dépit de cet affichage, on aggrave l'encours chaque année, et cela a été dit par notre collègue Paul Félix, de 60 à 70 millions d'euros, malgré le remboursement annuel du capital de la dette en investissant moins que les 3 collectivités réunies en 2015, avec une dette multipliée par presque 2 en l'espace de 9 ans et donc exclusivement sous votre mandature. Elle passe de 616 millions d'euros en 2017 à 1,119 milliard en 2025, et cela vous a été rappelé lors du débat d'orientation budgétaire. L'engagement fixé dans le DOB était, je le rappelle, de ne pas dépasser les 120 millions d'emprunts. Alors, puisque nous sommes dans le cadre d'un budget primitif, je me suis livré à un calcul prospectif. Aux 1,119 milliard d'euros d'encours au 31 décembre 2024, j'y ai ajouté les 112 millions d'euros d'emprunts annoncés pour cet exercice et retranché les 61 millions d'euros de capital remboursé sur l'exercice 2025. On atteint 1,170 milliard d'euros d'encours au 31 décembre 2025 avec une capacité de désendettement de 7 années. À la lecture de ce résultat, permettez-moi d'évoquer avec nostalgie le dernier budget de la droite, où l'encours de la dette était de 300 millions d'euros, après avoir réalisé la déviation de Bocconiano, Micro, Georges. Mais j'ai une voix suffisamment forte qui permet aux uns et aux autres de m'entendre dans cet hémicycle. En affichant seulement
2,7 années de capacité de désendettement. Alors, c'est l'actualité d'hier qui m'oblige à faire ce rappel, me permettant de faire un dernier clin d'œil à notre ami Jean Biancucci, en faisant allusion aux propos qu'il a tenus, siégeant déjà à l'époque dans cette Assemblée, et qui, déjà l'œil aguerri, faisait remarquer que 300 millions d'euros représentaient une dette abyssale, et qu'on entrait, en passant le cap des 300 millions d'euros d'encours, dans le rouge écarlate. C'était à l'époque, oui. Alors, après 10 années de gestion, maintenant que l'on a quadruplé l'encours et triplé la durée de capacité de désendettement, de quelle couleur notre ami Jean voit-il la dette? Infrarouge? Ultraviolette? Alors gare à la protanopie, mon cher Jean, durant cette retraite bien méritée. Pour les non-initiés, parce que je me suis renseigné, il s'agit d'une forme de daltonisme affectant la perception du rouge. Le troisième marqueur, au DOB, c'était pourtant 1,39 milliard. Ce montant a été affiné et revu à la hausse pour coller à la réalité budgétaire 2025, puisque 1,11 milliard de dépenses réelles de fonctionnement auxquelles on retranche les 32 millions d'euros de remboursement d'intérêts de la dette, on atteint 1,80 milliard d'euros, donc un chiffre qui est voisin de celui que vous nous affichez aujourd'hui. Cela représente néanmoins 41 millions d'euros de plus que l'objectif fixé au débat d'orientation budgétaire, et ce, il y a tout juste un mois. Mais ce qui est plus grave, c'est que nous franchissons un seuil. Notre structure budgétaire est de 75% pour le fonctionnement et 25% pour l'investissement. Cela veut dire clairement que lorsque la CDC dépense 1 euro en investissement, elle en dépense 3 pour fonctionner. En commission spéciale, j'ai tenu à indiquer que si le travail sur l'investissement était nécessaire, et tout le monde s'accorde à le dire, celui sur le fonctionnement était indispensable. Nous avons indiqué quelques pistes à suivre afin d'optimiser les dépenses de fonctionnement. Oui, il faudra réaliser des choix difficiles pour nos populations. Même si, à la simple lecture de celle-ci, les dépenses inscrites sont toutes susceptibles de s'avérer prioritaires. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je pense que c'est un comportement plus responsable que de vouloir toucher à la fiscalité par facilité, comme cela nous a été proposé ce matin. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voté contre ce que vous avez proposé. Je crois que c'est le devoir de chaque élu d'effectuer ce travail lorsque les moyens sont de plus en plus rares. Vous le savez tous et nous le savons tous, et particulièrement ceux qui ont administré ou continuent d'administrer ici des communes. Les choix d'opportunité sont des soucis permanents pour maintenir les équilibres budgétaires. Au cours des débats qui se sont déroulés dans cette commission, vous m'avez indiqué que les dépenses de fonctionnement étaient essentiellement sociales et que votre portefeuille de route était d'être au plus près des populations. Qui pourrait ici, dans cet hémicycle, ne pas partager cette volonté, qui est une volonté commune? Qui pourrait négliger ici ce qui nous caractérise et qui fait notre force et notre identité, à savoir apporter notre total soutien aux plus défavorisés? Mais encore faut-il les moyens d'avoir la possibilité d'assurer cette politique. Nous savons tous que cela devient très difficile. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Conseiller exécutif. Et diminuer, le problème, c'est que cela diminue d'autant notre investissement productif qui contribue à créer de la richesse. Il m'a été répondu par Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, et je regrette son absence, que peut-être les politiques que nous mettrions en place seraient différentes et que la mienne serait plutôt une politique avec une vision de droite. Je m'inscris un faux dans cette analyse qui me semble quelque peu restrictive. En effet, continuer d'appliquer une politique sans moyens est le meilleur moyen d'aller dans le mur et creuser les déficits. C'est ce que vous faites. Faire preuve de lucidité, de pragmatisme et adapter les dépenses aux possibilités financières de la collectivité de Corse est beaucoup plus responsable. Et c'est ce que nous vous proposons. Alors je m'adressais à Madame la Présidente en lui disant que
Cette politique n'est ni de droite, ni de gauche, ni nationaliste. Elle est tout simplement l'application du plus grand bon sens. Alors, au-delà de vos 3 marqueurs, vous insistez particulièrement sur la structuration des recettes et sa fragilité, alors que la CDC doit faire face à des dépenses régionales et départementales, les dépenses sociales étant essentiellement départementales. Sur ce point, Monsieur le Président, vous êtes entré librement dans la passion. Qui, plus que vous, tenait absolument à absorber les départements et à en récupérer la fiscalité dynamique? Et vous nous l'avez dit ce matin. Mais cela s'est conclu autour d'un détour, chiche, pour la suppression des départements. En aviez-vous oublié les dépenses sociales qui étaient rattachées? Et vous en avez parlé de façon abondante ce matin et encore cet après-midi. Et oui, l'abolition du contre-pouvoir qui vous résistait et que vous avez toujours qualifié de politique clanique a malheureusement un coût. Concernant les recettes, j'en ai parlé lors du débat d'orientation budgétaire. Les recettes progressent effectivement de 4,5%, plus 64 millions d'euros, dont 50 de dotation de continuité territoriale. On atteint ainsi 1,5 milliard dans un contexte national plus que contraint, et nous sommes d'accord sur ce que vous avez exprimé. Mais on ne peut que se féliciter que la Corse soit exonérée du DILICO, le fameux dispositif de lissage conjoncturel où les collectivités participent à l'effort national. Les dotations progressent effectivement de 14%, passant de 337 millions d'euros à 385 millions d'euros, principalement en raison de la majoration de 50 millions d'euros de la dotation de continuité territoriale. La hausse de produits sur les cartes grises, puisqu'il y a une hausse qui avait été votée, et la taxe de francisation compensent le tassement de la TVA. Du point de vue de ces recettes, avouons-le, notre collectivité a été particulièrement privilégiée, en tout cas beaucoup plus que d'autres. Il est à noter également, et vous l'avez dit, que les dépenses sous maîtrise d'ouvrage CDC représentent 45% contre 49% l'an dernier, lorsque les subventions d'équipement prennent le pas avec 51% contre 47% l'an dernier. Après l'avoir réclamé à plusieurs reprises, je voudrais parler de cette commission spéciale qui s'est enfin réunie. Je regrette son organisation, et je ne suis pas le seul, son organisation à la hâte, sans ordre du jour, sans aucun document et sans en même préciser l'ensemble des sujets susceptibles d'être abordés. Il avait pourtant été indiqué que l'on regarderait ensemble les investissements structurants, c'est-à-dire ceux sous maîtrise d'ouvrage CDC, mais encore aurait-il fallu avoir les dépenses en détail qui s'y rattachaient. J'ai quand même profité de celle-ci pour poser quelques questions sur la gestion des ressources humaines. La gestion du personnel est une clé que vous avez véritablement négligée et nous vous avons souvent apporté la contradiction dans cet hémicycle en suggérant des pistes de réflexion comme à notre habitude. En effet, on constate un niveau toujours aussi élevé du nombre d'agents malgré les 120 départs définitif à la retraite. Dès 2018, et je vous l'ai dit et précisé au cours du débat d'orientation budgétaire, cela aurait dû être notre priorité, votre priorité, puisque c'était un des arguments que vous avanciez pour supprimer les départements et rationaliser la fonction publique territoriale insulaire. Le président de l'ADEC n'a pas démenti mon propos. Il m'a répondu que les effets positifs d'une fusion sont visibles 20 années après. Dont acte. Pourtant, vous aviez une pyramide des âges, et je le dis avec force, qui était très favorable si vous aviez fait de ce sujet la priorité essentielle. Hélas, ce n'est que 7 années après cette fusion que vous y avez fait référence en parlant d'une stratégie pour un projet d'administration modernisé. En conclusion, j'ai à nouveau interrogé le président sur les différents montants par exercice consacré à la sollicitation pour assurer une partie de nos investissements entre les AMO et les cabinets d'études. Peut-être ces éléments financiers nous seront-ils communiqués aujourd'hui. Monsieur le conseiller exécutif, mon cher Gilles, vous connaissez notre ADN pragmatique, l'esprit de responsabilité qui nous anime et qui nous a conduits à assister à la réunion de la commission spéciale sur les contraintes budgétaires. Nous étions le seul groupe de l'opposition
et avons tenté de faire valoir nos positions. La commission habituelle des finances, qui a suivi pour donner un avis sur ce budget, fut tout autant animée par nos visions propres et nos antagonismes en termes de gestion et de choix politiques. Nous avons dit que c'était bien normal et sain. Vous voyez le verre à moitié plein, nous le voyons à moitié vide. Alors, j'espère que cette analyse et l'ensemble de cet argumentaire nous réservent des réponses de la part de l'exécutif. Et j'ose espérer qu'elles soient beaucoup plus pertinentes que celles que l'on a pu enregistrer lors du débat d'orientation budgétaire. En effet, celle-ci s'est-elle résumée à une simple phrase faisant état des divergences qui avaient pu exister ou qui sont susceptibles de pouvoir exister entre l'ancien et le nouveau maire de Porto Vecchio sur des sujets de même nature. Je sais que pour vous, l'exercice est difficile. On vous demande de faire beaucoup avec peu. Mais je pense très certainement que notre Assemblée mérite mieux et bien plus, sans oublier bien sûr tous ceux qui nous écoutent. Je vous remercie.